à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur Sen TV. C'est reparti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information, l'essentiel. Et je débute par présenter mes condoléances à la famille de feu l'ancien ministre Abdoul Aziz Mbaye, ancien ministre de la Culture. Nous prions pour le repos de son âme. C'est un décès quand même qui nous a un peu affectés. Alors ce soir, nous parlons politique et pour en parler, nous sommes avec Mohamedou Bassirou Sarr, ancien ministre et président de Inde Djirine Sénégal. C'est bien ça. Bonsoir à vous. Bonsoir, Néné. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes également avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Néné. Je m'associe aux condoléances présentées et puis à l'âme du ministre Abdoul Aziz Mbaye. À Dieu nous appartenons également, à Dieu nous retournons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes du paradis. Je dis également bonsoir à Serigne Saliou Gueye, mais bonsoir également à tous nos chers téléspectateurs. Bonsoir Serigne Saliou. Bonsoir Néné, bonsoir Bassirou, bonsoir Abdoulaye et je souscris aussi aux condoléances que vous venez de présenter à la famille d'Abdoul Aziz Mbaye. Très bien, alors ce soir, je l'ai dit, nous allons parler de la déclaration de patrimoine du président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, qui a fuité. Nous allons parler de la loi. Faudrait-il réformer la loi ou pas? Mais avant cela, nous nous intéressons à la fortune de nos hommes politiques. Nos dirigeants pèsent lourd. Alors ça conforte peut-être cette thèse qui soutient que la politique est le moyen le plus rapide pour se faire de l'argent, monsieur le ministre. À nouveau, bonjour Néné Aïcha, Ablaye et Serigne Saliou. Je m'associe aux condoléances présentées à la famille du ministre Mbaye et de tous nos autres amis qui l'ont précédé, qu'ils soient des chefs religieux comme le guide Mourchid Iyane Thiam, comme notre ami et frère Atou Mandiagne de Hizbut Tarqiyyah et de tous les autres. Je pense que le moyen le plus simple et le plus rapide de faire de l'argent, de se faire de l'argent, c'est de faire des affaires. Ah oui? C'est dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, dans l'esprit d'entreprise, le travail concret sur le terrain, dans l'investissement, dans la production, dans les échanges commerciaux, qu'on arrive à se faire de l'argent. Alors, mais nos dirigeants pèsent lourd quand même en matière d'argent. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Mais je ne sais pas. Certains pèsent lourd, peut-être d'autres ne pèsent pas lourd. Moi, je ne pèse pas lourd. Je suis là devant vous. J'ai été ministre de la République. C'est un bon exemple. Ministre conseiller spécial du président Abdoulaye Wade, oui. Au moins pendant 2 ans. J'ai été député à l'Assemblée nationale, membre du bureau de l'Assemblée nationale en qualité de secrétaire élu. J'ai été aussi président du conseil d'administration de la Poste du Sénégal pendant au moins 2 ans. Et je ne suis pas riche. D'accord. Très bien. Alors, et nombreux sont les gens qui sont comme moi, qui ne vivent pas de la politique, qui ne se font pas les poches avec la politique et qui restent des gens justes et vertueux. Alors, Serigne Saliou, il y a des exceptions, mais d'une autre part également, on le dit souvent, hein, la politique est le chemin le plus rapide pour se faire de l'argent. En tout cas, Bassirou doit être l'un des exemples peut-être les plus rares de ces hommes politiques qui ne se font pas peut-être de l'argent sur le dos du peuple sénégalais. Je crois qu'aujourd'hui, la politique est devenue un ascenseur social. C'est-à-dire, si l'on veut réussir, autant aller faire de la politique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup s'investissent dans la politique. Vu bien sûr tout l'argent qui est dilapidé dans la politique. On a vu ici des gens qui étaient des va-nu-pieds, une fois aujourd'hui arrivés au pouvoir, en quelques mois, tout simplement, ils se sont retrouvés avec des véhicules, en tout cas de plusieurs centaines de millions, avec vraiment des villas aussi évaluées à des centaines de millions. Ce qui veut dire que c'est de l'argent quand même qui n'a pas du tout été acquis grâce au travail, mais tout simplement, en tout cas, que ce soit l'argent de la corruption ou tout simplement aussi de l'argent issu d'un détournement des deniers publics. Donc, je crois qu'au Sénégal, nos hommes politiques, aujourd'hui, sont les plus fortunés de ce pays. Alors que la règle, comme l'a dit tout à l'heure Bassirou, ça devait être normalement des gens qui sont dans les affaires qui devaient être les hommes les plus riches. Ailleurs, si tu veux vraiment être riche, il va falloir... En tout cas, il ne faut pas aller faire de la politique parce que la politique rend pour les gens. Et maintenant, ce qui est à l'origine de tout cela, je crois que nous allons y venir tout de suite, c'est le fait tout simplement qu'il n'y a pas un contrôle au niveau tout simplement du patrimoine de ces gens-là qui, avant d'arriver au pouvoir, peut-être n'avaient pas aucun copec dans leur compte bancaire et une fois arrivés au pouvoir, aujourd'hui, se retrouvent avec des centaines de millions, surtout aussi avec des milliards. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un travail rigoureux à ce niveau-là. Bon, je crois qu'il faut saluer peut-être
la mesure prise par le président Macky Sall quand il est arrivé au pouvoir avec la loi sur la déclaration de patrimoine, mais ce n'est pas suffisant. J'ai l'impression que cette loi-là n'est en réalité qu'un écran de fumée pour mieux cacher les détournements auxquels ça donne nos autorités politiques. Parce que cela n'a pas empêché aujourd'hui de voir jusqu'à aujourd'hui des gens acquérir vraiment en tout cas de ces fortunes qui sont inexplicables. Et moi, je me pose la question de savoir à quoi aujourd'hui sert cette loi-là sur la déclaration de patrimoine. Déjà, le fait que la déclaration de patrimoine ne va pas être rendue publique, parce que tout le tollé qu'il y a aujourd'hui autour de la déclaration de patrimoine de l'ISEC, qui a fuité, je pense, dans la presse, je crois que ça n'en valait pas du tout la peine. Parce que dès l'instant qu'on décide de déclarer son patrimoine, je crois qu'on est dépositaire d'un mandat public, ou bien on est dépositaire, en tout cas, on gère des responsabilités. Il ne faut pas avoir de la peine ni de la gêne pour déclarer vraiment son patrimoine. Le caractère privé n'a pas lieu d'être. Il faut publiciser les déclarations de patrimoine. Ça ne doit pas être une confidence. Parce qu'aujourd'hui, nous, le public, en tout cas nous les citoyens, nous avons un besoin de transparence, c'est-à-dire sur la fortune de ces gens-là qui nous gouvernent. Parce qu'on ne peut pas expliquer quelqu'un qui, avant d'arriver au pouvoir, n'avait pas de maison, c'est-à-dire 2 mois, 3 mois après, il se retrouve avec une maison quand même de plusieurs millions. C'est-à-dire, ça c'est inexplicable. Maintenant, s'il y a une déclaration de patrimoine, je crois qu'on doit rendre public. Et là aussi, il faut aussi vraiment qu'il y ait une loi qui puisse regarder en profondeur la richesse de ces gens-là qui arrivent au pouvoir. Mais quand on fait une déclaration à l'entrée et qu'à la sortie, est-ce que réellement les gens font des déclarations? Moi, j'en doute. Même si au niveau de l'OFNAC, on dit qu'à la sortie aussi, les gens doivent faire la déclaration. Mais je ne le crois pas. Parce que regardez toute la peine que l'OFNAC a eue pour recevoir les déclarations de ces assujettis. Il a fallu que le président de la République tape sur la table pour que certains ministres quand même puissent déclarer leur patrimoine. Mais ces gens-là, une fois démis de leur fonction, est-ce que réellement ils vont quand même satisfaire aux obligations même de déclaration de patrimoine à la sortie? En tout cas, j'en doute. Alors, oui, Abdoulaye, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà par rapport à cette... En tout cas, Bassirou, il a rappelé qu'il n'était pas riche. à sa décharge, je dois également dire que dans la gauche, même si l'orientation aujourd'hui est quelque part dévoyée, dans la gauche, on ne vivait pas de politique, mais on faisait vivre la politique. Raison pour laquelle, quand on voit aujourd'hui les véritables tenants de la gauche sénégalaise, en tout cas, ils ne sont pas des richards assis sur des milliards. Ça, c'est par rapport à l'histoire. Maintenant, une certaine gauche. Oui, en fait, la gauche, ça dépendra de ce que tu appelles gauche, Serigne Saliou, même s'il faudra rappeler que tu es droitier et par rapport à tes croyances politiques. Moi, je demeure et je reste gaucher parce que je suis gaucher. Mais cela dit, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui... l'idéologie. En fait, oui, l'idéologie, elle est importante. Aujourd'hui, si aujourd'hui on parle d'hommes politiques riches, assis sur une fortune colossale, qui ont un patrimoine qui pèse des milliards, c'est qu'en réalité, ces hommes n'ont pas été véritablement formés justement à la source justement de la conviction, à la source de la véritable idéologie. Parce que la véritable idéologie, c'est faire comment pour servir la cité, parce que c'est l'essence même de la politique. La politique, c'est véritablement au service de la cité. Malheureusement, et au regret de le constater, de plus en plus et de mieux en mieux, on constate que la majorité, ou en tout cas certains hommes politiques, choisissent véritablement d'investir la politique parce qu'en réalité, c'est un milieu d'affaires. Et par rapport à ce que Bassirou disait, il faut faire des affaires, mais aujourd'hui, les affaires se font dans la chose politique. C'est dans la chose politique aujourd'hui que l'on peut, après une nomination à un poste ministériel, à un poste de directeur général, à un poste quelconque, pouvoir aujourd'hui acquérir des terrains, plusieurs hectares, avoir des maisons un peu partout, des villas un peu partout dans Dakar et dans les autres localités. Et je crois bien qu'aujourd'hui, la déclaration de patrimoine, par rapport à son aspect confidentiel, doit être déconfidentialisée, passez-moi l'expression, autrement dit, au nom de la transparence, au nom de la bonne gouvernance, au-delà de la bonne gestion justement de nos deniers publics, il faut impérativement que l'on puisse, en tant que citoyen, aller sur un site d'une quelconque institution de contrôle, que ce soit l'OFNAC, que ce soit l'inspection générale d'État, que ce soit la Cour des comptes, aller véritablement cliquer et avoir toutes les informations dont on a besoin. Si véritablement on a acquis... Mais quel impact ça peut avoir, que ça soit confidentiel ou pas? Est-ce que ça peut avoir un impact réel? Pourquoi cacher ce que l'on a? Ce que l'on a en réalité, si véritablement on
a travaillé pour l'avoir. Mais ça peut concerner la personne et les corps de contrôle. Oui, d'accord, ça peut concerner la personne et les corps de contrôle, mais vous savez pertinemment que, quelque part également, il y a certains qui sont soupçonnés de faire de fausses déclarations de patrimoine. Il faut dire que ça concerne aussi les citoyens. Oui, ça concerne les citoyens, j'en viens, parce qu'en réalité, quand il y a gonflement de son patrimoine, mais c'est un moyen également de pouvoir, je ne veux pas utiliser le mot voler, mais en tout cas aller dans le sens de penser à détourner pour véritablement montrer et démontrer qu'en réalité le patrimoine que j'avais déclaré était justement le mien. Je crois bien que pour cela, il nous faut impérativement aller dans le sens de réfléchir sur le moyen le plus pertinent, le moyen le plus objectif pour que la déclaration de patrimoine puisse véritablement refléter la vérité, à moins véritablement de renforcer les corps de contrôle pour que le travail puisse se faire d'amont en aval et que la déclaration de patrimoine puisse répondre véritablement aux normes. Vous pensez qu'il faudrait réformer cette loi sur la déclaration de patrimoine, qu'on ne puisse plus parler de confidentialité? Bon, c'est à voir. Je voudrais rebondir sur une ou deux questions soulevées par Seigne Saliou et Ablaye. Pour ma part, l'OFNAC devrait être plus proactif dans le sens de l'autosaisine. Parce que pour la plupart du temps, ce que l'on constate, c'est que ce sont des gens qui saisissent l'OFNAC. Que ce soit l'État lui-même qui lui demande de faire ceci ou cela, ou que des citoyens fassent par exemple des déclarations anonymes ou autres, des dénonciations anonymes. Mais je pense que même en entendant ce qui se passe dans la presse, par exemple, qui peut relater dans les journaux ou autres des intentions ou des faits réels donc de détournement de deniers publics, l'OFNAC aurait pu s'autosaisir. Et de manière régulière, ça lui donnerait plus de crédibilité. Et il n'est pas empêché en cela. Aucune loi ne l'en empêche. Alors qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi Peut-être que c'est de l'apathie, peut-être que c'est, je ne sais pas moi, un manque d'audace et d'initiative, mais c'est dans ses prérogatives. Je voudrais aussi dire que il faudrait, Seigne Saliou l'a dit tout à l'heure, c'était une idée que j'avais, mais en vérité, c'est dans les missions de l'OFNAC que, par exemple, autant on arrive à faire la déclaration de patrimoine d'un individu à qui on a confié des postes de responsabilité et qui gère les deniers publics en millions, en centaines de millions ou en milliards, autant il faudrait à la sortie, il faudrait ce qu'on pourrait appeler un bon de sortie. Un bon de sortie pour comparer exactement entre ce que la personne a pu avoir avant sa prise de fonction et ce qu'elle a maintenant réellement après 3 ou 5 années d'exercice. Ça me semble tout à fait sain. Et ce n'est pas de la chasse aux sorcières, mais c'est d'amener tous les gestionnaires, tous les dépositaires de mandats à plus de prudence, à plus de respect de la chose publique. Je voudrais ajouter 2 ou 3 choses aussi. Pour moi, même les signes extérieurs de richesse, ils sont pris en compte dans un certain nombre de pays démocratiques. Par exemple, je vois mon ami Ablaye Mbow et je vois mon ami Seigne Saliou, ils ont été nommés ministres de ceci ou de cela, directeur général de telle société ou de telle agence. Ok, je le vois balader avec 4 voitures, or on ne lui a donné qu'une voiture de fonction, des voitures neuves et d'un certain standing. Je vois ces enfants qui sont inscrits dans les meilleures écoles du monde, etc., et qui payent, c'est lui qui paye. Ensuite, son épouse, toute en or, et qui distribue de l'argent dans toutes les manifestations publiques ou privées. Je dis, ce sont des signes extérieurs de richesse. Et en ce moment-là, on devrait se demander, où est-ce que ces gens-là ont pu trouver tout cet argent-là? Les signes extérieurs de richesse doivent pouvoir être une piste, n'est-ce pas, de travail. Ce n'est pas seulement la loi qu'il faudra changer, c'est tout un ensemble derrière. Tout cela, ça entre dans les perspectives de réforme, de changement, de clarification. Et je voudrais dire une autre question, soulever une autre question. Oui, c'est par rapport au candidat à l'élection présidentielle. Moi, je pense qu'il faudrait assortir la déclaration de candidature à l'élection présidentielle, mais d'une déclaration de patrimoine. Il faudrait bien que les gens sachent, les gens à qui on va confier notre pays, les décider de notre pays, ce qu'ils ont, ce qu'ils représentent, ce qu'ils pèsent, pour que demain on ne soit pas surpris. On ne doit pas seulement attendre que quelqu'un soit élu président pour lui faire la déclaration de patrimoine. Je pense qu'il faut l'appliquer à tous ceux qui prétendent réellement diriger ce pays-là. Et ça amènerait aussi autre chose
dans l'action de l'OFNAC. Alors, ils ont parlé d'une certaine gauche. C'est vrai. Nous réclamons de la gauche. Et de mon côté, comme d'autres qui sont comme moi, de la gauche maoïste. Oui. Et notre credo a toujours été de servir le peuple et de ne jamais se servir. D'autres éléments de la gauche qui sont dans d'autres structures ont fait aussi cette déclaration intentionnelle. Est-ce que ces idéologies n'ont pas tendance à disparaître? Non, je regrette, Néné, je suis désolé. Tant qu'il y aura des hommes... Elles ont disparu, hein. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura une production d'idées, tant qu'il y aura une production d'activités et de richesses, oui, il y aura des idées et l'ensemble des idées forment ce qu'on appelle une idéologie. Elle peut être une idéologie de classe, une idéologie de catégorie sociale, de catégorie professionnelle, mais l'idéologie est intrinsèquement liée à la nature humaine. Sinon, l'homme cesserait d'exister. Alors, justement, dans ce sens, Abdoulaye, comme l'a dit Monsieur le ministre, il y a énormément de choses à prendre en compte. Oui, effectivement, par rapport à la déclaration de candidature, à la déclaration de patrimoine, relativement justement à la déclaration de candidature, je crois bien qu'aujourd'hui, même si un candidat déclaré à la présidentielle muni de sa déclaration de patrimoine se présente au niveau de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et ne disposant que d'une petite villa à côté dans un quartier de Dakar, mais ma foi, il nous faut aller dans le sens d'une réforme beaucoup plus profonde, Bassirou Sarr, dans la mesure où le président de la République dispose de sa caisse noire. Il peut l'utiliser à bon escient comme il veut, il ne rend compte à personne. Et c'est là où il faudrait impérativement, pour aller dans le sens d'une meilleure lutte contre justement la prévarication, contre le clientélisme politique, contre véritablement toutes sortes de méfaits à l'encontre de la transparence et de la bonne gouvernance, ma foi, c'est là où il faudra également approfondir la réflexion par rapport aux réformes élargies. Je le dis parce qu'en réalité, quand le président de l'Assemblée nationale a sa caisse noire, 50 millions par mois ou je ne sais plus, et quand le président du Haut Conseil des collectivités territoriales a sa caisse noire, quand le président du Conseil économique, social, environnemental a sa caisse noire, mais ils peuvent l'utiliser personnellement et participer à mieux s'enrichir. Donc, je crois bien qu'il nous faut aller dans le sens de penser qu'il nous faut mettre peut-être un fonds national de souveraineté présidentielle. Je donne seulement un nom en passant pour que véritablement le contenu, l'orientation et l'utilisation puissent être véritablement contrôlés par le Parlement, justement qui est l'Assemblée nationale. Autrement dit, que les députés puissent savoir comment au moins l'argent a été utilisé. Je crois bien que si on ne le fait pas, nous serons encore dans le même contenu des différents débats. Réforme ici, réforme là-bas, réforme ici, réforme là-bas, alors qu'on ne réforme rien. Aujourd'hui, l'OFNAC est là et on a l'impression que l'OFNAC ne sert pratiquement pas à quelque chose. Parce que lorsque la présidente de cette institution dit qu'elle a eu à déposer sur la table du procureur de la République une dizaine de dossiers et qu'au bout du compte, il n'y a rien et qu'à votre arrivée au pouvoir en 2012, on avait lancé la chasse aux sorcières avec la Cour de répression de l'enrichissement illicite, on disait que Karim Wade pesait 1400 milliards, 686 milliards, 212 milliards. Au nom de l'enrichissement illicite, on nous a vendu véritablement quelque chose qui s'est avéré être pure chimère. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun dirigeant de l'ancien régime qui a été en tout cas mis dans les mêmes conditions de poursuite, de détention que Karim Wade, alors qu'il y avait une liste de 25 dignitaires. Je crois bien qu'il nous faut impérativement de la volonté politique dense et pure pour aller dans le sens d'une meilleure gestion de nos deniers publics. Parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, que l'on puisse dire que le Sénégal est pauvre alors que la majorité de nos hommes politiques pèsent des milliards. Ça, c'est un gros point d'interrogation et qui mérite véritablement énormément de réponses et énormément de réflexions. Alors, je sais, Serigne Saliou, que vous avez envie de rebondir par rapport à cette question sur l'idéologie, mais par rapport à l'OFNAC, est-ce qu'on peut parler de limite de l'OFNAC, justement, parlant des déclarations de patrimoine? L'OFNAC est très limité parce que l'OFNAC n'a pas un pouvoir de coercition. Déjà, le président de la République l'a complètement affaibli lors de sa dernière sortie, je crois que c'était le 31 décembre dernier, quand il disait que l'OFNAC n'est pas une juridiction. On sait bel et bien que l'OFNAC n'est pas une juridiction. Mais l'OFNAC aujourd'hui n'a pas un pouvoir de coercition. Regardez ce qui s'est passé avec les déclarations de patrimoine. C'est là qu'ils l'ont déclaré tardivement. Quel était le pouvoir réellement de l'OFNAC pour pouvoir contraindre ces gens-là à déclarer dans les délais nécessaires? Il a fallu tout simplement qu'on fasse appel au président de la République, qu'il tape sur la table pour que ces gens-là puissent au moins se satisfaire, en tout cas, à leurs
à nos obligations. Donc ça veut dire qu'il est nécessaire aujourd'hui non seulement de réformer l'OFNAC, mais aussi de lui donner vraiment beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en a aujourd'hui. Et je crois que la déclaration même de patrimoine ne suffit pas simplement. Il va falloir aller un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, dans les démocraties les plus avancées, les gens, ils ont même associé à ce qu'on appelle la déclaration d'intérêt. C'est-à-dire que quand vous gérez, vous êtes dépositaire d'un mandat public ou bien vous gérez une administration publique, vous devez, dans toutes les situations que vous vous mettez en tout cas dans des situations de conflit d'intérêts, il va falloir les déclarer. Parce que là aussi, ça peut être tout simplement source non seulement d'impartialité, mais encore source de corruption. Mais aujourd'hui, dans notre pays-là, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui gèrent vraiment des portefeuilles et qui les mettent dans des situations de conflit d'intérêts et qui, in fine, tout simplement, risquent de glisser sur tout simplement de la corruption. C'est pourquoi je dis qu'il va falloir non seulement renforcer, en tout cas réformer cette loi-là, mais faire de sorte qu'aujourd'hui, que la déclaration de patrimoine soit tout simplement un acte banal, c'est-à-dire public. Parce que celui qui gère, c'est-à-dire celui qui est déposé de mandat public, ça veut dire que non seulement les gens doivent savoir votre avoir au départ, mais aussi votre avoir aussi à la sortie. Mais tel que j'ai vu les textes de l'OFNAC, ça ne lui permet pas d'avoir toutes les coups de franche pour contraindre ces gens-là, en tout cas, non seulement à publier de façon sincère. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule fois où il y a une déclaration rectificative. Parce que l'OFNAC, je crois que sa mission devait faire de sorte que, dès l'instant qu'une déclaration de patrimoine n'est pas sincère, n'est pas exhaustive, il faut lui renvoyer une note, c'est-à-dire pour faire une déclaration rectificative. Mais aujourd'hui, on a l'impression que dès l'instant qu'on fait un dossier sur cela, on le range dans les tiroirs et puis c'est fini. Alors qu'en réalité, la véritable question, c'est faire de sorte que avoir des pouvoirs de vérification. Est-ce que réellement ce que l'on a déclaré, c'est sincère? Est-ce que réellement c'est exhaustif? Si ça ne l'est pas, il doit avoir normalement une autre loi qui puisse lui permettre de s'y référer et de contraindre ces gens-là, c'est-à-dire, en tout cas, cet assujetti à faire une déclaration sincère de son patrimoine. Mais ici, on a l'impression tout simplement que c'est un acte qu'il faut tout simplement faire, le fait de déclarer son patrimoine, sans pour autant qu'il y ait vraiment des missions de vérification sur cela. Et qu'on ne me dise pas que depuis 2012, que ces gens-là, ce qu'ils ont déclaré, que ça a été sincère. Qu'on ne me dise pas aussi que ce qu'ils ont déclaré à la sortie aussi, ça a été sincère. Moi, en tout cas, nous sommes là, nous sommes des Sénégalais, nous voyons ces gens-là. On les connaît, que ce soit sous le régime de Diouf, sous le régime de Wade, sous le régime du président Macky Sall. Il y a beaucoup de gens qui sont enrichis aujourd'hui et qui ne peuvent pas du tout aujourd'hui expliquer, en tout cas, l'origine de leur richesse. Maintenant, une structure comme l'OFNAC devait quand même pouvoir faire de sorte que ces gens-là qui se sont enrichis illicitement puissent quand même rendre des comptes. Aujourd'hui, on ne doit même plus parler de la CREI. La CREI, je crois que c'est complètement dépassé. Aujourd'hui, je crois que c'est l'OFNAC qui doit avoir les pleins pouvoirs, faire de sorte qu'il ait un œil sur l'ensemble des avoirs de ceux-là qui sont aujourd'hui investis ou bien dépositaires d'un mandat public. Il est très riche, hein. Je l'ai dit au passage. Alors, il y a énormément de corps de contrôle de la République. Oui, vous voulez rebondir, mais peut-être qu'il faudrait, comme Serigne Saliou l'a dit, essayer un peu de les renforcer pour plus de transparence. Oui, absolument. Oui, absolument. Pour moi, bon, évidemment, il existe déjà ce qu'on appelle la Cour des comptes. Il existe le contrôle financier. Il existe l'OFNAC. Il existe bien d'autres structures de l'État qui ont pour vocation de faire du contrôle de la gestion des deniers publics. Alors, donc le Sénégal n'est pas pauvre par rapport à ça. Cependant, à mon avis, il faudrait travailler à renforcer ce qui existe, à améliorer ce qui existe, à faire le point sur les manquements et les insuffisances pour dire exactement, en allant dans telle direction, on peut réformer, on peut rectifier, on peut améliorer. Relativement à l'OFNAC, c'est vrai, j'intègre ce que dit bien Saliou sur les conflits d'intérêts. Il ne s'agit pas simplement de caisses noires et autres, mais il s'agit aussi de conflits d'intérêts. Moi, par exemple, c'est mon idée très simple et elle n'engage que moi quand je le dis. Quand je vois un milliardaire, un homme d'affaires connu dans ce pays pour gérer tel domaine d'activité en particulier et qui est ministre conseiller à la présidence, moi je dis non. Ce n'est pas possible. Il n'a qu'à continuer à gérer ses affaires comme il le fait, en bon milliardaire, hein, mais il n'a rien à voir avec la gestion de l'État. Encore moins que d'être un ministre conseiller auprès du président de la République. Ça, par exemple, c'est des choses à voir et à revoir. Et il faudrait même les bannir, à mon avis. Parce que c'est là que commencent les conflits d'intérêts. Par exemple,
l'OFNAC, il faut aussi séparer les structures et leur pouvoir. L'OFNAC n'a pas pour vocation, elle a pour vocation de contrôler, d'enquêter, de contrôler, de vérifier, de faire un bilan et de déposer des dossiers auprès de la justice, auprès du parquet. Et en même temps, de faire un bilan annuel au président de la République dans un rapport qu'on lui soumet. Mais pour moi, il faudrait doter l'OFNAC d'un droit de poursuite. Je ne dis pas seulement déposer les dossiers auprès du parquet pour que le parquet en fasse ce qu'il veut, mais que l'OFNAC puisse se constituer partie civile et poursuivre auprès du parquet. En ce moment-là, ce serait très fort. Et en ce moment-là, personne ne pourrait se deviner, parce que dès l'instant qu'une, je ne dis pas un dossier déposé, mais dès l'instant qu'une plainte est déposée par un organisme d'État, ça c'est autre chose. Et ça a force de loi et de pouvoir. Oui, c'est entre autres. En attendant, ça c'est une très bonne chose, mais en attendant, il faudrait des fois aussi que le parquet puisse réagir, parce que sinon ça fragilise un peu l'OFNAC. Parce que déposer des dossiers sans autant qu'il y ait une suite logique, c'est quand même ça fragilise. Allez voir comment travaille le parquet. Allez voir comment travaille le parquet. Allez voir les innombrables piles de dossiers qu'il y a à traiter. Et ne me faites pas dire que tel dossier est plus urgent qu'un autre. Il y a la vie de gens qui dépendent simplement d'une décision de justice. Il y a la liberté de gens qui dépendent simplement d'une décision de justice. Et pourtant, on n'a pas assez de juges, on n'a pas assez de magistrats, on n'a pas assez de greffiers. Et ça aussi, c'est un problème. Donc, à mon avis, les choses s'enchaînent l'une dans l'autre et il faudrait poser les problèmes de manière globale. Maintenant, relativement aux caisses noires, ça, je crois que c'est un autre débat. Et cet autre débat, il faut le poser aussi. Parce que dans certains pays, permettez-moi juste de vous relancer par rapport aux propos que vous venez de tenir. Mais Bassirou, l'OFNAC a eu à enquêter sur un directeur général, homo sénégalensis pure souche, et avait demandé au procureur de Louga des poursuites. Le monsieur a été arrêté au même titre que ses complices. Par la suite, il a été nommé, il n'a pas été sanctionné, il a été nommé PCA en plein lors d'un conseil des ministres. On a également vu un ministre de la République chasser des magistrats de la Cour des comptes qui étaient venus pour une vérification. D'accord. On a également vu, on peut citer des exemples pareils. On connaît un député, c'est sur la place publique, qui est membre du bureau et qui a une entreprise qui gère justement l'entretien des véhicules des députés, alors que lui-même est député. Des décisions qui fragilisent l'institution. C'est des conflits d'intérêts réels. C'est pour ça que la loi doit évoluer sous cet angle-là. Oui, et les choses marchent ainsi. Donc, je crois bien qu'il faut impérativement de la volonté et au regret de le dire et de le constater, le président ne prend pas en tout cas des sanctions. Le jour du 31 décembre, sûrement que vous avez sauté sur votre canapé lorsque vous l'avez entendu dire qu'en réalité, on ne peut pas poursuivre certaines personnes parce que ça peut créer justement des mouvements d'humeur dans le pays. C'est comme si nous étions dans deux Sénégal, le Sénégal justement des intouchables et le Sénégal justement des justiciables. Ça pose problème. Je crois bien que la première institution aujourd'hui devrait véritablement, par rapport aux promesses faites sur les réformes, parce que lors de la séance de dédicace de son ouvrage Le Sénégal au cœur, il avait dit que durant mon premier mandat, je n'ai pas fait suffisamment de réformes. C'est pas extraordinaire. Je suis réélu par les Sénégalais, j'irai dans le sens de faire des réformes profondes. Ce n'est pas fortuite sa signature sur la charte de gouvernance démocratique. Il n'y a pas une signature partielle. Parce que vous, M. Bassirou Sarr, un contrat, il n'y a pas une signature partielle. Même si vous n'êtes pas d'accord sur 2 articles ou 3 articles, vous signez, cela veut dire que tout vous engage. Aujourd'hui, il a choisi Amadou Makhtar Mbow pour mettre en branle la Commission nationale de réforme des institutions. Il y a des propositions pertinentes aux objectifs qui ont été faites dans ces conclusions, mais rien, absolument rien. Il nous faut véritablement de la volonté, quoi qu'on puisse dire. Donc, monsieur le ministre, il faudrait réformer. Alors, mais alors, je dois demander, Néné, Ablaye, il est l'avocat de qui? Je parle et je porte la voix des sans-voix. Ah d'accord. Moi aussi, je prends être de mon point de vue et de ma position, un des porte-parole des sans-voix. Et je voudrais vous dire que nous reconnaissons humblement qu'il y a des failles dans le système. Nous reconnaissons humblement qu'il y a des insuffisances et des manquements dans le système. Parce qu'il n'y a aucun système parfait. Allez-y, continuez, on vous écoute. Et c'est à nous
de réformer ce système, c'est à vous de réformer ce système. Et ceci dans un dialogue permanent. C'est dans ce cadre-là que le président de la République a initié le dialogue national. Et dans le dialogue national, un dialogue politique, pour que les Sénégalais puissent se parler, que les acteurs politiques, civils et sociaux puissent se parler, qu'on voit l'ensemble des questions qui concernent le Sénégal et qu'ensemble on trouve des solutions. Parce que n'oubliez pas que nous héritons d'un système qui a fait 40 ans et après 12 années, et enfin, il faut venir et réformer. Donc ce n'est pas aussi simple. D'accord. De cette manière-là, donc, envisageons les choses de manière positive, de manière constructive, collective et proactive. Mais sinon, bon, les dénonciations à tout bout de champ, je ne reviens pas sur la charte des assises nationales que j'ai signée moi-même avec mon parti politique. Le parti politique où je militais à l'époque. Beaucoup d'autres partis l'ont signé, d'autres composantes l'ont signé. Mais bon, le Sénégal est le Sénégal et nous le gérons tel qu'il est. En tout cas, alors, Serigne Saliou, je vous donne la parole. Vous avez voulu rebondir sur les propos du ministre. Non, c'était en fait pour dire tout simplement, toujours par rapport à moi, ma préoccupation première, c'est l'OFNAC. C'est qu'aujourd'hui, le président de la République, en tout cas qui avait véhiculé le slogan « gouvernance sobre et vertueuse », ne puisse pas en réalité donner tout le pouvoir nécessaire à cette OFNAC-là, quand même qui lui tenait vraiment, en tout cas, à cœur. Parce que moi, ce que j'ai salué chez le président de la République, dès l'instant qu'il a pris le pouvoir, il n'a pas attendu. Le 27 décembre, on a voté la loi sur le code de la transparence dans la gestion des finances publiques. Ensuite, on a mis en place l'OFNAC. 2014, on a mis encore en place la loi sur la déclaration de patrimoine. 2015, on a voté la loi, c'est-à-dire qui ratifie le protocole même de l'UEMOA sur aussi toujours la lutte contre la corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous les instruments, en tout cas juridico-institutionnels, pour lutter contre ce qu'on appelle la corruption ou bien les détournements de deniers publics. L'OFNAC, qui doit prendre une place importante dans ce dispositif-là, aujourd'hui n'a pas la puissance nécessaire pour faire de sorte que, en tout cas pour mettre un frein tout simplement, non seulement à l'enrichissement illicite, mais aussi à la corruption. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il est nécessaire, comme Bob l'a dit tout à l'heure, que le président réforme cette OFNAC-là, qu'on lui donne en tout cas les pleins pouvoirs et que aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport à la situation d'intérêt. Mais il le faut nécessairement, parce que vous ne pouvez pas nommer quelqu'un qui peut gérer par exemple une direction et dans cette direction-là, il peut être en situation de conflit d'intérêt ou bien un de ses amis ou bien sa femme ou bien en tout cas ses proches. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que chaque fois que quelqu'un est nommé, qu'il puisse en tout cas déclarer tout ce qui peut le mettre dans une situation de conflit d'intérêt. Je ne parle même pas du patrimoine parce que le patrimoine, nécessairement, il faut le déclarer. Mais en plus de cela, les salaires de ces gens-là, ça doit être public. Il y a qu'au Sénégal où ceux-là qui sont dépositaires d'un mandat public, c'est-à-dire où leur salaire, c'est-à-dire c'est complètement nébuleux. On ne sait même pas quel est le montant qu'on paye aujourd'hui à un ministre. Bon, c'est vrai que nous connaissons, mais allez leur demander qu'est-ce que vous avez à la fin du mois. Aucun ministre ne va te dire que moi j'ai 5 millions, j'ai 3 millions. Vous allez à l'Assemblée nationale, les présidents de commission... Mais ça, c'est le mot sénégalais 6. Attention, non. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit, Néné? Parce que tout simplement, dès l'instant qu'on dit qu'il faut déclarer publiquement, c'est-à-dire le patrimoine, c'est-à-dire mettre ça à la disposition du citoyen. Le citoyen doit lui-même pouvoir évaluer, c'est-à-dire celui qui est à l'entrée, à la sortie, ce qu'il doit avoir, ce qu'il ne doit pas avoir. Parce que moi, dès l'instant que j'ai un salaire de 2 millions, 3 millions, c'est-à-dire que si je fais au moins 15 mois, je ne dois pas être dans une situation d'acquérir une maison à 300 ou 400 millions. Donc, c'est aux Sénégalais de pouvoir juger. Si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale française ou bien la présidence, en tout cas Matignon, vous verrez les salaires de ces ministres-là, même les salaires des élus locaux, on les publie sur l'Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Donc, dès l'instant qu'il ne doit pas avoir de tabou, et ne serait-ce que pour la transparence aussi, parce que moi, je parle de la vie publique. La transparence dans la vie publique, normalement, on doit connaître les salaires de ces gens-là qui sont dépositaires d'un mandat public, et en plus aussi, on doit connaître leur fortune à l'entrée comme à la sortie. Mais aujourd'hui, je crois que l'OFNAC ne fait pas le travail pour lequel il a été créé. Parce qu'à la sortie, une fois, on ne nous a pas dit qu'il y a un seul de ces ministres-là qui ait déclaré sa fortune, en tout cas lorsqu'il a cessé ou bien il a été démis de ses fonctions. Et je crois que c'est là où il faudra mettre le focus, faire de sorte que la réforme-là puisse prendre forme. Parce que si on ne réforme pas ce pays, on a beau disposer de l'ensemble des outils institutionnels, mais aujourd'hui, la lutte tout simplement contre la corruption ou bien contre l'enrichissement illicite, ça risque tout simplement d'être un vain mot.
Alors, Abdoulaye, même par rapport au financement des partis politiques, là également, il faudrait qu'on réfléchisse un peu comment faire pour réorganiser Effectivement, je crois bien que Bassirou Sarr et compagnie ont eu à faire un travail assez exhaustif. Et par rapport justement au mode de financement des partis politiques, je crois bien que c'est un vieux débat. Je crois bien qu'aujourd'hui, avec les réformes constitutionnelles de mars 2016, à la faveur justement du référendum, il avait été annoncé justement la modernisation des partis politiques. Ce que l'on comprend dans la modernisation, c'est véritablement aller dans le sens d'avoir une rationalisation idoine, effective justement des partis politiques pour pouvoir aller basculer dans le second, dans le second, autrement dit, aller dans le sens de permettre aux partis politiques d'être financés et cela évite la corruption. Cela évite pas mal de choses. Aujourd'hui, on devrait aller même dans le sens, le jour de l'élection, avant l'élection, les candidats déclarés et dont les candidatures sont acceptées par le Conseil constitutionnel, que les candidats puissent avoir les mêmes moyens que le candidat sortant. Parce qu'au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, on le voit, le candidat sortant, il pèse des milliards, il peut se permettre un luxe véritablement débordant. Et je crois bien que là également... Ça sont les moyens de l'État, c'est pas les moyens de l'État. On se souvient, lors d'une élection, je ne me souviens plus, c'était M. Loum et Saro qui étaient aux commandes. Ils avaient refusé un décaissement à Abdou Diouf parce que nous étions à la veille d'une élection, parce qu'en réalité, il s'est préparé à utiliser cette manne financière pour sa campagne électorale. Là également, je crois bien que c'est des exemples à montrer, à démontrer, pour nous dire qu'en réalité, le président sortant, le candidat, véritablement, ils doivent être mis dans les meilleures conditions. Cela se passe aux États-Unis. On voit que le candidat sortant, tout comme le candidat à l'élection, pratiquement, on ne fait pas la différence en termes de moyens. Ici, on devrait pouvoir y arriver, mais à condition également que l'on aille dans le sens d'une volonté politique pour financer les partis politiques et qu'on organise des élections. Et en Mauritanie, cela se fait aux élections locales. Le parti qui n'obtient pas 5 ou 10%, mais il disparaît carrément. Je crois bien qu'ici, nous avons trop de partis, des partis merngembou, des partis frustrés, des partis... voilà, des partis même qui... Aujourd'hui, on ne parle plus de télécentre, de partis télécentre parce qu'il n'y en a pratiquement plus. Il y a des partis boîtes d'allumettes vides, totalement. C'est le secrétaire général, sa femme est... Alors, tu en perds ton latin. Alors, je me retourne vers vous. Peut-être le mot de la fin pour terminer. Vous terminez par quoi? Sur cette question-là? Oui, sur cette question. Sur l'émission aussi. Sur l'émission. On va aller aux élections. Oui, allez-y. Donc, vous parlez juste des élections, des partis politiques, du financement des partis politiques, très rapidement, et on termine par ça parce qu'il nous reste moins de 3 minutes. OK. Alors, sur le financement des partis politiques, Ablaye, Serigne Saliou avait demandé qu'on puisse connaître le salaire des ministres et des députés. Oui. En tout cas, je puis vous dire une chose, c'est que les directeurs généraux d'entreprises nationales, les chefs d'agence, sont plus riches que les ministres. Pour vous donner une idée. Je sais. C'est important de le dire. Je sais. Ils ont plus de moyens que les ministres, alors qu'ils dépendent du ministre. Bon. Mais souvent aussi, le ministre fait pression sur les directeurs généraux pour... Ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est dans le cadre de leurs relations personnelles. Tout directeur qui l'accepte, c'est... Ça l'engage. Ça l'engage. Oui, je parle toujours de la lutte contre la corruption et aussi contre l'enrichissement illicite. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Sur le financement des partis politiques, je crois que nous, c'est un thème que nous avons développé depuis plus de 20 ans. Je sais que l'État sénégalais a fait des efforts, même en nommant à l'époque une commission à la tête de laquelle se trouvait le professeur El Hadj Mbodj, qui avait travaillé avec les partis politiques et, je crois, la Fondation Friedrich Ebert, jusqu'à déposer même un rapport. Bon, mais depuis lors, il n'en est rien. Alors, ce que l'on a vu dans certains pays, c'est que des partis secrets, juste pour recevoir un financement, et disparaissent. Ce qu'on a vu au Sénégal, c'est qu'on n'a pas limité les partis politiques, et aujourd'hui, il y en a plus de 300. On dit même 360. Mais moi, ça ne me gêne pas. Qu'on aille jusqu'à 500 partis politiques, ça ne me gêne pas. Parce que ce n'est pas 500 partis politiques qui participent aux élections. Pour moi, on devait arriver à un système de sélection naturelle, système à travers lequel on fixerait entre nous une barre à partir de laquelle on dirait telle élection, qu'elle soit présidentielle ou législative, est notre référence. À tous. Et sur la base de ça, tous ceux qui n'auront pas obtenu tant de sièges, tant de voix, par exemple, n'auront pas droit, ne vont même pas disparaître. On les laisse continuer à vivre.
mais ils ne participeront pas à tout ce qu'organise l'État en tant que tel. À la limite, ils vont eux-mêmes disparaître. Ils vont disparaître d'eux-mêmes. Il n'y aura pas besoin d'une loi pour le faire. Je pense qu'il faudrait même faire aussi une prime au regroupement politique. On devrait trouver un système à travers lequel, par exemple, des partis qui se retrouvent dans une même obédience politique puissent dire « nous voulons nous unir ». Et que l'État puisse aider à cela. On pourrait trouver ainsi, par exemple, 5, 6 ou 10 partis qui sont, comme on disait, de la gauche historique, qui diraient « nous voulons créer un seul parti ». D'accord. Les partis d'obédience socialiste, d'obédience libérale, d'obédience nationale démocratique et autres pourraient faire de même. Et l'État pourrait, par exemple, s'engager dans cette voie-là. Et dans cette voie-là, tout parti qui ne se trouverait pas dans une des formes de pensée politique, on pourrait dire que tu n'as pas besoin d'exister. Tu peux exister dans telle forme de pensée que nous tous, nous avons décidé d'accepter comme étant les grandes pensées, les grands systèmes de pensée politique. Voilà, merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci, nous sommes pris par le temps, c'est dommage. Merci pour vos analyses, Abdoulaye Seigne Saliou. Chers téléspectateurs, je vous retrouve juste après la pub pour la grande édition du soir, le 19h45.